Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click. On est là aujourd'hui pour vous parler des news ciné-séries récentes. On est début janvier, c'est la première vidéo des news de l'année 2019. D'ailleurs, on vous souhaite une bonne année à tous. Cette vidéo est enregistrée en live, donc vous nous verrez très probablement interagir avec le chat délicieux chat de notre chaîne YouTube. Avec une première news, elle concerne les Golden Globes. Elle est pour toi, mon cher Bibi. D'ailleurs, alors, les Golden Globes, tout à fait, sont sortis. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites sur les Golden Globes et les Oscars ces derniers jours, pas forcément pour des bonnes choses. On a vu donc notamment la polémique sur l'acteur Kevin Hart qui l'a poussé au moment de sa nomination, où il a été dit qu'il serait donc la personne qui présenterait les Oscars. Et 2 jours après, suite aux problèmes de vieux tweets qui étaient d'humour homophobe pour lesquels il s'était excusé à de nombreuses reprises, il a dû en fait démissionner, en tout cas refuser le poste donc d'animateur des Oscars. De nombreuses célébrités sont en train de prendre position entre est-ce que comme le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, il faut que les anciens tweets qui remontent d'il y a plus de 10 ans, qui ont déjà été traités, déjà les gens se sont excusés, doivent-ils être une raison pour laquelle des gens aujourd'hui perdent leur job? J'ai envie de dire c'est bien dommage. En tout cas, c'est comme le disait Kerr quand on en parlait ensemble sur un autre sujet plutôt, c'est tout simplement l'ami Twitter qui est le grand perdant de tout ça, parce que c'est Twitter chez qui personne ne va, les célébrités, les gens, personne n'aura envie de parler comme ça sur Twitter en permanence pour pour perdre son job dans 5 ans. Et donc, sur une note un peu plus positive, les Golden Globes donc, ont élu leur lauréat. Donc du coup, on peut vous dire que la meilleure série télévisée dramatique, c'est The American, qui gagne contre Homecoming, Pose, Bodyguard et Killing Eve. On a la meilleure actrice qui est donc Olivia Colman dans La Favorite. On a dans une comédie musicale ou comédie, la meilleure actrice dans un film dramatique, c'est Glenn Close, comme toujours. Ensuite, meilleur acteur dans un parce film. Que c'est son premier Golden Globes. Elle avait jamais gagné le Golden Globes. Ah merde. Donc ça a été l'énorme surprise. Elle gagne partout sauf là. Très bien. Eh oui, elle avait déjà gagné pour la série Damages, mais elle n'avait jamais gagné pour un film, et elle a gagné là, et c'était l'énorme surprise de la soirée. Donc meilleur acteur dans un film musical ou comédie, Christian Bale dans Vice. Meilleur acteur secondaire, on a Mahershala Ali, qui donc est le gagnant pour Green Book sur les routes du Sud. Meilleur acteur dans un film dramatique, Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, qui a gagné d'ailleurs d'autres prix. Meilleure actrice dans un second rôle, Regina King sur Beale Street, si Beale Street pouvait parler. Meilleur film dramatique, Bohemian Rhapsody, comme je disais un petit peu plus tôt. Meilleur film musical ou comédie, Green Book sur les routes du Sud. Meilleure actrice dans une série dramatique, Sandra Oh dans Killing Eve. Et Cecil B. DeWard-Emile, donc qui est un peu pour remerciement pour la carrière, c'est Jeff Bridges. Après, meilleure musique de film, First Man, le premier homme sur la Lune. Meilleure chanson originale, Shallow, Star is Born, avec Lady Gaga. Meilleur acteur dans une série... Et Bradley Cooper, il chante dans la chanson. Ouais, je sais, mais moi, j'ai même préféré retenir Lady Gaga. Meilleur acteur dans une série... Bah oui, mais la première minute, c'est dramatique. que Bradley Cooper. Richard Madden, qui est je trouve relativement mérité, même si moi j'avais bien aimé Jason Bateman dans Ozark, qui est une série qui manque vraiment de reconnaissance. Meilleur réalisateur, Alfonso Cuarón dans Roma, enfin pour Roma plutôt. Et ensuite, meilleur scénario, Green Book sur les routes du Sud. J'essaie de vous retrouver d'autres catégories qui sont plutôt chouettes. Meilleur film en langue étrangère, Roma, on s'y attendait. Et meilleur film d'animation, Spider-Man New Generation. Ça, c'est mérité. Ça me fait plaisir. C'est le coup de cœur de Cult & Click. Si on avait les Cult & Click Awards, ce serait aussi le gagnant des films d'animation. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Kerr ?
Bah, je suis d'accord avec toi pour Spider-Man. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir à quel point la critique américaine est absolument dithyrambique sur Spider-Man et ça ne cesse de faire des compliments sur le film. Il n'y a même pas eu de débat en fait quand il a gagné le Golden Globes du meilleur film d'animation. Ben voilà, tout le monde était d'accord. Alors que quelques semaines avant, on était en train de dire bon, ça va être Les Indestructibles, c'est encore Pixar, etc., etc. Bohemian Rhapsody, c'est un peu une surprise. Et l'autre truc à dire quand même, c'est au niveau série, il y avait, comme tu l'as dit, Ozark n'était pas là, il n'y avait pas Westworld, il n'y avait pas Haunting of Hill House. The Americans, apparemment, la saison 6 est absolument réussie, donc c'est très probablement mérité, mais voilà, il y avait des absents qui étonnent un peu, et du coup, bon, forcément, la gagnante, c'est un peu une surprise quand même. Et moi, là, tu veux que je passe au pognon, là? Ouais, Après vas-y. les prix? Alors, le box-office de l'année 2018, bah, l'année 2018 est terminée, donc on peut dire que sans surprise, c'est Avengers Infinity War qui a ramené le plus de pognon l'année dernière. Il devance Black Panther et Jurassic World. Alors si on avait fait un peu des estimations avant, d'ailleurs je me demande si on l'avait pas fait. Je pense que Jurassic World devait être deuxième. Black Panther bon, a pris la deuxième place. De pas grand chose, hein, 1 milliard 346 000 dollars pour Black Panther, 1 milliard 300 008 pour Jurassic World. Là où c'est intéressant, c'est qu'Aquaman monte dans le top 5. Il dépasse Venom, qui est une autre surprise super-héroïque de l'année, parce qu'on ne pensait pas que Venom allait être aussi haut. Aquaman est déjà à 945 millions de dollars dans le monde. Il marche très bien. Après, il faut prendre en compte quand même le fait qu'il cartonne en Chine et que du coup, il a rapporté plus en Chine qu'aux États-Unis, par exemple. Enfin, il me semble, hein. Je vérifie, attendez. Mais Aquaman, c'est un vrai succès et c'est déjà le film qui a rapporté le plus d'argent dans l'histoire du Worlds of DC, hein, qui est le nouveau nom de l'univers cinématographique DC Comics. Et Aquaman est premier, il a détrôné Batman versus Superman et Wonder Woman, donc là, du coup, Batman est deuxième et puis Wonder Woman est troisième. Mais Aquaman, c'est un vrai succès. Oui, en Chine, il a fait mieux qu'aux États-Unis, ce qui est quand même assez étonnant. Il n'y a pas beaucoup de films où ça se passe comme ça. Aquaman, donc voilà, motif de satisfaction pour Warner et pour DC. Et alors l'année 2019 sera plus calme puisqu'il y a que Shazam, mais bon, il faut voilà. Et au niveau des fêtes, bah, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Aquaman a dominé les débats. Spider-Man Into the Spider-Verse a marché assez peu finalement. Et Bohemian Rhapsody, bah, du fait des nominations, notamment aux Golden Globes, mais aussi à d'autres prix, on en avait parlé, hein, les Critics' Choice, etc. Il est ressorti beaucoup aux États-Unis, beaucoup aussi en France notamment. Et ça marche très bien en France, il a dépassé les 3 millions d'entrées. Aux US, il marche. Alors, au début, il avait fait un démarrage plutôt timide, mais là, bah, les recettes continuent de monter. Et de fait, là, il est quand même il est huitième plus gros succès de l'année. Donc, pour un biopic, c'est quand même assez énorme. Il est pas loin de 750 millions de dollars au box-office, donc c'est un gros succès. Il a dépassé Deadpool et il a fait mieux que les Animaux Fantastiques 2, hein. C'est une vraie surprise. Je vais vous parler d'une autre news et c'est peut-être la plus grosse de la semaine, et en tout cas aussi probablement la plus triste. C'est l'annonce qui concerne Viking. La saison 6 sera la dernière, c'est fini. Viking, c'est comme Capri. Les bonnes choses s'arrêtent et les fils de Ragnar iront voir ailleurs s'ils y sont. Alors Michael Hirst, le créateur de la série, a annoncé en fait qu'il travaillait sur un spin-off de Viking et qui va en fait faire suite. Donc pour nous, téléspectateurs, on verra pas vraiment de différence si ce n'est que il faut partir du principe que beaucoup, 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 et peut-être même l'intégralité des personnages de Vikings ne reviendront pas dans les spin-offs. Pourquoi cet arrêt? Tout simplement parce qu'il arrive à la fin de l'histoire des fils de Ragnar. On sait que la fin de l'histoire des fils de Ragnar, je vous le dirai pas à l'issue, mais par contre c'est l'opposition entre Aevar et Alfred. Donc voilà, il reste une saison de 20 épisodes qui sera diffusée donc à la fin de 2019 et au début de 2020 en deux parties comme pour la saison 5. Toujours diffusé sur History, le spin-off sera une fausse suite de Viking. On n'a pas trop compris ce qu'ils ont dit. Alors c'est une suite mais pas vraiment. Alors mon idée c'est que la suite de Viking sera en Angleterre et donc du coup les Vikings n'auront plus
n'auront plus d'impact, ne seront plus présents. Et on va suivre une autre famille anglaise. On sait que Michael Hirst avait déjà travaillé sur l'Angleterre beaucoup, notamment sur les Tudors, donc qui était aussi sa série. Donc voilà pour la fin de Vikings. Je suppose que ça détruit des cœurs, mais il faut faire avec. Par contre, une autre news série, c'est que le personnage de Dwight dans la série The Walking Dead, eh ben, il change de crémière et il arrive dans Fear the Walking Dead saison 5. C'est le deuxième personnage de The Walking Dead qui fait ce trajet-là, après Morgan la saison dernière pour la saison 4. Dwight sera dans la saison 5. Par contre, contrairement à Morgan la saison dernière, où on savait directement qu'il allait être un personnage majeur, on ne sait pas si Dwight va juste faire une apparition dans Fear, ou est-ce qu'il va rester dans la série. Beaucoup de fans de The Walking Dead espèrent que Dwight va revenir dans The Walking Dead. Bon, là, s'il est un moment dans Fear, à voir. Après, la présence de Morgan plus de Dwight dans Fear permettrait beaucoup plus facilement un rapprochement du casting de Fear dans The Walking Dead, parce qu'on peut partir du principe que Fear ne va pas durer éternellement, et ça pourrait être une manière pour AMC de sauvegarder et de sauver les personnages de Fear qu'ils ont envie de garder. Donc voilà pour cette news. Est-ce que tu es revenu, mon cher Bigby, qui est parti, il y a une urgence avec le petit. Alors ok, bah je vais du coup... Oui, coucou. Ah. C'était Petit B qui a eu un petit souci, donc je suis parti voir. Bah, il n'y a aucun problème, j'ai tanké. Vas-y, à toi, fais une news. Alors, du coup, même deux, hein. on enchaînait par une news déception. Alors, DC qui est de plus en plus indéchiffrable pour moi. On parlera juste après du DC Universe, donc la plateforme de streaming. Mais en tout cas, donc DC qui a des plans incommensurables, qui se voient aussi gros que Marvel, ou en tout cas capable de les rattraper. Eh bien, annonce donc le tournage du film The Batman va bientôt commencer. Alors, j'ai les dates, donc ils annoncent que donc le tournage est bloqué sur novembre, sachant que, alors, pour ceux qui voient pas où est le problème, en gros, Matt Reeves, donc, est le réalisateur qui avait fait La Planète des Singes, donc est le réalisateur annoncé. Pour rappel, en fait, au début, c'était censé être Ben Affleck qui le réalisait, puis Ben Affleck a décidé de ne pas le réaliser, puis suite à des problèmes de santé de Ben Affleck, sans rentrer dans les détails, il était question que Ben Affleck ne puisse plus continuer son rôle du Batman. Et là, en fait, on est toujours dans l'indécision. Ben Affleck n'a toujours pas été clair sur le fait de est-ce qu'il pouvait, d'un point de vue santé, eh bien, continuer et endosser donc le costume du Batman. Mais DC, DC et Warner, hein, qui produit les films DC, eh bien, visiblement, a décidé de ne pas se soucier de l'acteur qui jouerait le Batman pour le film Batman. Ce qui peut sembler étonnant, hein, mais moi, c'est pour ça que je dis je ne comprends pas où va DC. Et alors, petite news dans la news, je regardais ça juste avant le tournage. En gros, j'ai pu avoir accès à un compte DC Universe, la plateforme de streaming donc équivalent de Netflix, mais que pour DC. Et alors, attention, donc il n'est à l'heure actuelle disponible que pour le marché américain, et c'est la surprise totale. Il y a moins de 20 séries animées de disponibles, il y a 26 films de disponibles, et il y a en série classique, il y en a, laissez-moi compter, 10. Voilà, donc en gros, il faut payer 7,95$ par mois pour ça. C'est chaud comment c'est vide en fait. Alors après, vous me direz que moi, je prendrai l'abonnement tout de suite, du soir au lendemain, parce qu'il y a la suite de Young Justice. On est à l'épisode 4, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, 9 janvier. Je crois que c'est le 4 qui va diffuser. Et juste sur Young Justice, je prendrai l'abonnement, mais... Un fan de DC a déjà vu tout. Les séries, pour vous donner une idée, c'est Wonder Woman de 1975, Flash de 1990, Constantine, série annulée, les séries Superboy. Enfin, on n'est pas sur du très lourd, quoi. Hein. Les films, c'est globalement les films d'animation qui sont sortis ces dernières années. Donc, si on est fan de DC, on les a déjà vus.
Il en manque dans les meilleurs, j'ai même envie de dire. Je n'ai pas vu, je ne vois pas, par exemple, Under the Red Hood, qui est pour moi peut-être le meilleur. Euh, voilà. Donc, d'ici, je ne te comprends pas. Je t'aime, mais je ne te comprends pas. À toi, mon cher Kia. Bah, en plus, pour revenir sur ce que tu disais sur Batman, là où c'est étonnant, c'est en effet, on n'a pas d'infos sur Ben Affleck, mais en plus, tu sais, il y avait des rumeurs qui disaient que le film Batman allait suivre un Batman plus jeune et donc il y aurait un recast, et il parlait de Kit Harington, Jon Snow pour être Batman. Mais dans tous les cas, à aucun moment ils ont parlé de qu'il n'y ait pas le Batman de Justice League. Tu sais, parce que qu'il y ait des flashbacks, etc. Ok, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Et le projet démarre mal, je trouve. Ça va être dur de générer une grosse hype sur un démarrage qui est comme ça. Mais enfin, bon. Donc voilà. Moi, je vais faire une autre news. Et c'est ma dernière d'ailleurs. Donc tu vas pouvoir enchaîner après. Alors je vérifie quand même si c'est ma dernière. Oui, c'est ma dernière. Et ah non, c'est pas ma dernière, je dis n'importe quoi. Une info Game of Thrones. Et oui, il y a des infos sur le casting du spin-off, qui n'a pas encore de nom, hein. On en parlera davantage dans une vidéo Game of Thrones de ce spin-off. On en a déjà fait d'ailleurs à 2 reprises. Juste pour vous dire, petite anecdote, il y a l'actrice qui jouait la petite fille dans Narnia, qui vient de rejoindre le spin-off de Game of Thrones. Elle a bien grandi. Donc voilà, tout Internet parle de ce retour. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Et sachez également qu'ils ont recruté les réalisateurs pour ce spin-off et que parmi les réalisateurs du spin-off, du spin-off, il y a la réalisatrice qui devait faire Star Trek 4, ce qui alimente de nouveau les rumeurs comme quoi Star Trek 4, ça sent pas bon du tout. Déjà qu'au niveau du casting, comme nous l'avait expliqué Big B dans une précédente vidéo, Chris Pine et Chris Hemsworth ne font pas partie du projet, contrairement à ce qui avait été annoncé. Là, si en plus ils perdent leur réalisatrice, ça devient vraiment très compliqué pour Star Trek. À mon avis, on n'est pas prêt de revoir des films Star Trek dans le format actuel, hein, je pense. En tout cas, si Star Trek revient, on peut plutôt miser sur un reboot dans quelques années plutôt que sur une suite, quoi. Donc voilà pour les news GOT, un peu Star Trek mélangé. À toi Paris. Alors le truc c'est que pour Star Trek ça va même plus loin que ta news, mais c'est pas quelque chose de récent, donc c'est pour ceux qui suivent l'actualité, c'était quelque chose qui avait été trouvé il y a 3-4 mois. En gros, c'est Paramount qui gère Star Trek. Oui. Et en gros, Paramount a fait l'annonce du retour de Chris Pine dans un futur et l'annonce du nouveau Star Trek. Et en fait, il avait été découvert par plusieurs journalistes que, en vrai, donc déjà Chris Pine a dit ne pas avoir signé, de rien avoir signé, mais surtout que, en gros, l'annonce était complètement fumeuse et avait pour but de chercher des investissements issus du marché chinois, parce que Paramount était extrêmement fragile financièrement. Alors, c'est des sources que vous pourrez trouver sur Internet. Le truc, c'est que très concrètement, tout était faux, tout semble avoir été faux, et tout semble avoir été vraiment juste un coup pour avoir un financement qui permettait de relancer la franchise Star Trek. C'est hyper surprenant. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a lieu régulièrement et on n'est pas au courant. Je ne sais pas à quel point c'était un financement. Ils avaient besoin de 50%, 80%. Ça, les différentes news ne le disent pas. Mais j'étais extrêmement surpris de l'ampleur du coup de poker. Vraiment, Star Trek est pour moi un des plus gros coups de poker de l'histoire du cinéma. Même si du coup rien n'a été dépensé, enfin peu a été dépensé. Le film n'a pas été lancé ne serait-ce qu'en pré-production. Donc vraiment ce Star Trek 4, l'histoire suivie ces derniers mois, ces dernières années, vraiment est assez intéressant. La création de Bat Robot, la société de production de J.J. Abrams, par les succès donc, de Star Trek, et au final ils rebondissent pour travailler sur Star Wars. C'est vraiment assez étonnant. Et je trouve que c'est assez intéressant. Si vous regardez sur YouTube, il y a 2-3 vidéos, si vous n'avez pas peur de l'anglais, qui sont extrêmement intéressantes sur les finances de Star Trek 4. J'enchaîne, si tu n'as rien à rajouter sur Star Trek, mon cher Kerr, sur d'autres news. Sur Star Trek, non.
J'aurai 2 toutes petites news, mais plus tard. Fais les tiennes. Alors, du coup, je vais enchaîner deux news. La première, donc, c'est une micro-newsette, comme on l'appelle dans le business, tout simplement sur l'Attaque des Titans, saison 3. Un des réalisateurs qui s'appelle Araki Tetsuro et Kwazuka Masashi. Désolé si j'ai écorché leur nom. Désolé à toi, Kwazuka. Je sais que tu regardes jamais Cult and Click. Eh bien, en fait, ils ont été interrogés. Alors, je vais pas spoiler leur réponse sur qu'est-ce qu'il fallait attendre de la deuxième partie de la saison 3, parce qu'ils ont dit 2-3 trucs sur la famille Titan qui, je pense, on s'en serait passé. Mais en tout cas, ce qu'ils ont dit, c'est que vraiment le cœur des scènes d'action se passait dans la saison 3. Donc, on peut s'attendre à énormément de conflits entre titans. Voilà, bon, vous pourrez ou pas faire des théories dessus. Il y a énormément de titans potentiels et possibles et des titans tout autour des murs. Mais en tout cas, vraiment une série qu'ils veulent plus, sur la deuxième partie, beaucoup plus axée sur l'action et évidemment sur une famille titanesque. J'enchaîne en disant que, après avoir annoncé qu'il y aurait donc un prochain épisode de SS 117, eh bien Jean Dujardin vient de teaser en fait le fait que tout simplement le tournage serait en bonne voie et que ça devrait commencer sur la toute fin d'année. Je crois qu'il avait évoqué décembre 2019. Non, il n'a pas évoqué décembre, c'est moi qui ai mis fin d'année. Voilà, donc SS 117, c'est un des grands films, une grande comédie française, donc j'ai envie de dire que j'ai vraiment hâte. Et ensuite, j'ai envie de vous parler d'un projet qui est le projet qui me hype le plus de ces prochains futurs mois. Et bien en fait, c'est une série anthologique. Donc anthologique, ça sous-entend que chaque épisode n'est pas la suite de l'autre, mais est un épisode un peu complètement séparé. Et en fait, donc c'est une série anthologique qui s'appellera Love, Death and Robots, qui est donc une série ce qui sera sur la science-fiction, la fantasy et de l'horreur. Et cette série, donc, qui est financée et diffusée par Netflix, eh bien, a un petit duo avec David Fincher. Et je l'ai complètement zappé de le noter, le réalisateur de Deadpool. Petit duo un peu surprenant. Ah, Tim Miller. Pardon ? Du 1, Miller. Deadpool 1, ouais. Je précise que c'est le réalisateur du 1. Tim Miller, exactement. Je l'avais en fait juste en bas sur ma note. Et donc, ce duo, Netflix derrière, une série anthologique. Moi, j'avais été un peu hypé par la série anglaise qui s'appelle Electronic Chips Dreams of... La série qui a un nom imprononçable. De Philippe Cadic. Ouais, sur l'œuvre de Philippe Cadic. Voilà, et qui était censée être une série anthologique sur certaines des œuvres de Cadic, et au final que j'avais trouvé très décevante. Là, pour le coup, je suis hypé. Je suis vraiment hypé. J'ai hâte de voir cette série qui est, à mon avis, Netflix se dit, bon, bah, j'ai envie d'avoir d'autres Black Mirror. Qu'est-ce que je peux avoir ? Et là, je pense qu'ils mettent des beaux noms sur la table. On rappelle que David Fincher a été une des personnes instigatrices de House of Cards. Et donc, lui et Netflix ont su faire des choses intéressantes. Donc, j'ai hâte de voir la suite. Et en plus, là, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, c'est une série animée. Donc, Fincher, sur l'animé, moi, je n'ai pas souvenir, quoi. Donc, non, c'est vrai que c'est chouette. Moi, j'ai 2 petites news. La première, c'est que Margot Robbie sera Barbie au cinéma. Est-ce que c'est une news qui te fait plaisir ? Moi, personnellement, je n'en ai que faire. En fait, oui et non, si tu veux. J'ai toujours trouvé que Barbie, c'était un peu l'image de la pétasse fait pour les qu'on essayait d'imprimer sur les petits. Donc, moyen. Et l'autre news, là, par contre, elle est géniale. Il faut que tu restes. Non, mais reste, elle va te faire plaisir. Il ne va pas l'entendre, c'est terrible. Il y a, on en avait déjà parlé sur la chaîne, il y a une série qu'on aime énormément tous les deux et qui est probablement notre top 1 tous les deux, c'est À la Maison Blanche, The West Wing. Et ben figurez-vous que le créateur de À la Maison Blanche, Aaron Sorkin, et ben il pense au retour de la série depuis déjà un paquet de moments. Il y a des rumeurs qui disaient que NBC et Aaron Sorkin s'étaient déjà mis d'accord pour le retour de la série. Et ben figurez-vous qu'il y a peu de temps, l'intégralité du casting s'est retrouvée pour un repas. Alors vous allez me dire, ça se fait très souvent dans le cadre de
de série. Oui, mais il y a eu des fuites de ce repas et notamment il y a eu des interviews de certains acteurs comme Richard Schiff qui jouait dans la série mais qu'on a vu aussi dans Le Monde Perdu ou beaucoup plus récemment dans The Good Doctor. C'était le vieux président de l'hôpital qui était avec le héros de la série, qui est toujours, je pense. Je ne suis pas à jour dans The Good Doctor. Richard Schiff, lui, il a parlé de The West Wing et de la suite et il a dit que c'était en effet tout à fait envisageable, mais lui, il a mis des réserves tout de même sur le retour de The West Wing. Il a précisé qu'une immense partie du casting ne reviendrait pas, ce qui est logique. Si vous avez vu la série, vous comprendrez pourquoi. Enfin, il n'y a pas de mort, hein, je précise, mais c'est pas pour ça d'ailleurs. Pour Richard Schiff, il faut que la série sorte de la Maison Blanche pour aborder d'autres éléments, un gouverneur, des autorités locales, etc. Et ne soit plus focus sur la Maison Blanche et sur Washington. C'est un peu ballot parce que ça s'appelle la Maison Blanche et nous on a énormément aimé en fait suivre l'administration de la série Bartlett dans l'enceinte de la Maison Blanche. Donc c'est vrai que si on change de cadre, est-ce qu'on va garder le même plaisir? Ça ne sera plus à la Maison Blanche. En tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est que Aaron Sorkin fait des séries absolument extraordinaires. Donc qu'il nous fasse une série où il veut, finalement, on s'en fout tant qu'il revient à la télévision. Ça fait forcément plaisir. On rappelle qu'Aaron Sorkin a arrêté The Newsroom beaucoup trop tôt à la fin de la saison 3. D'ailleurs, si un jour il a aussi mais parce qu'elle marchait pas. The Newsroom, non, c'est même pas pour ça, c'est qu'en fait il voulait faire du cinéma. Il a arrêté The Newsroom brutalement alors que la chaîne qui le diffusait voulait une saison 4 pour faire le film avec Jessica Chastain, Le Grand Jeu. Alors, j'ai pas de news particulière, mais t'es sûr de toi parce que la série avait eu à cause, entre autres, de grève, elle avait été bloquée pendant presque 6 mois. Elle a eu une diffusion qui était complètement hachée et ses audiences avaient été, du coup, en baisse nette, quoi. Ouais, la dernière saison elle était plus courte, etc. Mais c'est vraiment la volonté de Sorkin d'arrêter The Newsroom et il l'avait bien expliqué. Et pour faire du cinéma. Bon, après, son premier film n'a pas spécialement fonctionné. Il n'a même pas eu de. Enfin, globalement, il avait de bonnes critiques, mais ça n'a pas eu l'écho de ses séries. Et du coup, on peut penser qu'Aaron Sorkin va vite revenir à la télévision. Et tant mieux, hein, parce que tu partages mon avis, Big B, mais Aaron Sorkin, c'est peut-être le meilleur scénariste actuel, quoi. Ouais, c'est clairement le cas avec. Enfin, c'est vraiment clairement le cas. Le truc, c'est que comme j'avais pas de Aaron Sorkin à regarder, du coup, je suis allé regarder dans sa filmographie, je suis allé regarder, et il y avait la série d'avant, dont j'arrive pas à me rappeler le nom, qui s'appelle Sport Channel, Sport News. J'ai un doute. Sport News. Et c'est ce que tu nous en avais déjà parlé. Qui est une série qui a des grands moments et des moments un peu vraiment chiants, quoi. Alors je pense que la série a beaucoup plus vieilli que n'importe laquelle autre et que les enjeux du newsroom de sport ne sont pas les enjeux de la série Newsroom ou de la série à la Maison Blanche, et ça manque. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a eu quelques errances un peu scénaristiques sur certaines séries. Et That Studio 60 on the Sunset Strip, qui était une autre série qu'il avait fait avec Matthew Perry, était une série qui avait eu un excellent démarrage, puis un vide total. Et d'un seul coup, c'est quand ils annoncent que la série n'aura pas de saison 2, que d'un seul coup, il se met à avoir des vrais enjeux, que la série prend une autre ampleur, que les épisodes sont bien écrits. Et j'ai un peu l'impression que Sorkin, s'il ne s'amuse pas dans ce qu'il fait, ou en tout cas si c'est pas vraiment le truc en quel il croit, tout de suite on est paumé dans les épisodes. Après, à savoir que dans le moment où les épisodes deviennent chiants, de mon point de vue, dans That Studio 60 de Sunset Strip, c'est le moment où l'histoire, c'est que le scénariste le gars qui gère un show qui est globalement le Saturday Night Live, le gars qui écrit les différents sketchs n'en peut plus parce qu'il se retrouve à tout devoir écrire et qu'il rentre en dépression. Et on a vraiment l'impression que c'est Sorkin qui raconte soit sa vie actuelle, soit un moment, et du coup qu'il en a presque à s'excuser
du fait qu'il n'arrive plus à écrire quelque chose. C'est assez intéressant ça. Mais bref, pour pas faire du trop chiant, c'est clairement le scénariste qui sait faire les choses qui sont les plus intelligentes, les plus classes. Et enfin vraiment, Sorkin, je suis très fan. On rappelle qu'il a été oscarisé pour The Social Network, le film de David Fincher. C'est lui qui avait écrit le scénario. Alors qu'on remercie sur le chat notre ami Denouille qui pose la question, un avis sur l'adaptation du roman graphique Polar avec Mads Mikkelsen. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je me suis pas particulièrement renseigné sur cette production. Je dis production parce que je sais même pas si c'est un film ou une série. Je crois que c'est une série. Hein. T'es sûr que c'est pas un film Netflix ? T'es sûr que c'est pas un film Netflix En tout cas, c'est sur Netflix. Dont le trailer vient d'être diffusé il y a une dizaine de jours. Ouais. Ça a l'air d'envoyer du steak. Le truc, c'est que je me suis pas renseigné, j'ai juste regardé ça une nuit. Et très concrètement, je me suis dit, mais c'est un truc de ouf, le nombre de scènes différentes qu'il y a dans le trailer. Si c'est pas une série, c'est le genre de film qui change de scène toutes les 5 minutes. Alors, il y a on a loupé un super chat. On remercie la personne qui avait fait un super chat. On va regarder ça tout de suite. Hein. On va vérifier ça tout de suite. Et il y a quelqu'un. On terminera là-dessus, non ? Et il y a Tim Dero qui dit quel est l'avis de Bigby sur les Animaux Fantastiques 2 et Aquaman. Les Animaux Fantastiques, j'ai beaucoup aimé. Je pense que j'ai plus aimé que les Animaux Fantastiques 1, mais parce que c'était une espèce de Harry Potter adulte et pas la suite des Animaux Fantastiques. Et je sais que la cassure entre les deux a été gênante pour beaucoup. Le film est peut-être manque de rythme par moment, mais je trouve qu'il est plutôt réussi. Et Aquaman, beaucoup de personnes demandent, parce que sur la chaîne, il n'y a que Kerr qui a fait la critique. Et la raison, c'est tout simplement que j'ai pas vu le film. J'ai pas encore vu le film. Je rappelle que j'ai un nouveau-né de 2 mois et demi. Et du coup, je peux moins aller au cinéma que ce que je veux. Et j'ai hâte de pouvoir le voir. Parce qu'en tout cas, entre Kerr qu'il a pas trop aimé et son succès intersidéral au box-office, je suis très curieux de me faire mon propre avis en allant le voir. Voilà. Du coup, on va remercier c'est notre reprise. Il est tard, c'est un peu dur. En effet, on remercie ceux qui ont regardé cette vidéo news sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce vers le haut, bien sûr, ça nous aide. Dans la jungle qu'est YouTube, les commentaires aussi, bien sûr. On remercie les tipeurs. Et on se retrouve sur la chaîne très très vite.